disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Il est le président d'honneur de Reconquête, député au Parlement européen, Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, vous auriez pu ajouter député au Parlement européen dans le Gard et sous la canicule, parce qu'il fait ici très chaud. Et vous, les Parisiens, vous jouez vraiment en petite division, hein, avec vos 23 ou 24 ou 25, je ne sais plus. Oh non, bien plus que ça. Mais là, dans le studio, il fait 25, oui. On est sauvés. Dans le studio, voilà. Alors, votre dernier ouvrage en date s'intitule « Protestation » et s'accompagne d'une espèce de confession au fil des jours de votre carrière politique et aussi de l'état du pays. Mais avant d'évoquer cet ouvrage, si vous le voulez bien, Gilbert Collard, on va évoquer d'emblée l'actualité. Vous êtes très actif, je le vois sur les réseaux sociaux. Vous relevez systématiquement les incroyables agressions dont sont victimes nos compatriotes. Gardons à l'esprit, par exemple, l'emblématique assassinat de 3 jeunes à Angers par un réfugié politique soudanais. Est-ce que pour vous, on doit parler d'un malheureux ou d'une malheureuse succession de faits divers, ou est-ce qu'on doit parler d'un emballement, d'une barbarie, une barbarie d'atmosphère, dit Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro de ce jour? Oui, aucun criminologue sérieux ne peut croire à des crimes qui s'enchaînent par hasard. Ça n'existe pas, ça. Il y avait autrefois la théorie de l'imitation, hein, chère à Gabriel Tarde, si je ne me trompe pas, qui consistait à dire que le crime, parfois, se perpétuait par imitation. Ça pourrait être une théorie dans le cas présent, mais il y a une telle répétitivité de l'arme, du geste, des circonstances criminogènes de l'auteur, voyez-vous, comme je sais employer les euphémismes pour ne pas me mettre en difficulté, qu'on est obligé de dire qu'il y a désormais une violence criminelle inattendue et qui n'appartenait pas à la vie, entre guillemets, délinquentielle et criminelle des comportements habituels. Donc il y a quelque chose de l'ordre criminel dans les comportements, ces égorgements que l'on voit, répétitifs, expriment une forme de violence nouvelle, qu'on peut appeler barbarie, qu'on peut nommer comme on voudra, mais qui n'existait pas il y a 20 ans ou 25 ans. Jamais aucun criminologue n'aurait pu faire une rubrique aussi importante de la commission d'actes criminels. Donc il serait grand temps d'avoir le courage d'ouvrir les yeux et de s'interroger sur les personnalités criminelles, le mécanisme du passage à l'acte, soudain, vengeur, parfois haineux. L'individu revient pour régler un compte, souvent d'amour-propre. Il faut absolument qu'on prenne la mesure de cette criminalité qui n'était pas dans l'habitus criminel que les criminologues étudiaient jusqu'alors. C'est donc une transplantation, si je puis dire, qui est un terme à la fois horrible vu la manière dont les gens sont tués, mais qui exprime dans son horreur une réalité criminelle. Alors, on passe d'un sujet à un autre sujet, et c'est celui du pouvoir d'achat. Vous savez, l'exécutif s'engage dans une semaine décisive avec l'examen du texte donc sur le pouvoir d'achat, et on s'intéresse moins finalement au contenu de la loi qu'à la capacité du gouvernement d'obtenir une majorité. Vous connaissez bien ce gouvernement et vous avez vu cette majorité quand elle était absolue. Aujourd'hui, elle est relative. Est-ce que ça change complètement la donne pour vous ? Ça peut changer complètement la donne s'il n'y a pas de prostitution parlementaire. La question est toute simple, hein. Est-ce que nous allons avoir des hommes ou des femmes politiques élus au Parlement qui feront le trottoir jusqu'à la Macronie? Nous aurons la réponse dans quelque temps. Alors bien sûr, ces prostituées auront des vêtements très nobles chaque fois qu'ils sortiront de la penderie
du dictionnaire pour s'habiller d'honorabilité, mais la réalité sera là. Ils auront fait le trottoir habillés alors en patriotisme, habillés en nécessité de coopérer, habillés dans l'intérêt général. Voilà, on attend de savoir s'il y aura cette maison close au sein du Parlement. Difficile quand même, vous avez été député au Parlement français, vous savez que c'est difficile de s'opposer à des lois quand elles visent au pouvoir d'achat, qu'elles sont d'une vibrante actualité, nécessité. Oui, oui, non, mais je comprends. Tout dépend de ce que le texte va dire. Mais entre nous, quoi que dise le texte, il y a deux mots auxquels je ne crois plus. Et je ne vois pas comment un économiste digne de cette science, qui n'en est pas une entre nous, qui ne l'a jamais été, peut croire encore au mot pouvoir en économie et achat en économie. Nous n'avons plus aucun pouvoir, et plus aucun, strictement aucun. Et en ce qui concerne l'achat, vu l'inflation, qui est un impôt, il ne faut quand même pas nous prendre pour des billes, c'est un impôt, vu les taxes, vu notre taux d'endettement, il est quasiment dans ses atteintes irrémédiables. Si l'on voulait redonner du pouvoir d'achat, il faudrait redonner du pouvoir et ensuite il faudrait faire en sorte que la France se réindustrialise, puisse provoquer un mouvement économique qui suggère de la capacité financière à acheter. Alors, il va y avoir encore ce que j'appelle, moi, des lois de mendicité sociale. C'est-à-dire qu'on va se réfugier derrière la rhétorique de la bienfaisance. On va donner un peu pour, à la faveur d'un tour de passe-passe, reprendre autant. Et le français, une fois de plus, sera berné, comme c'est le cas depuis des années et des années. Comment peut-on oser parler de pouvoir d'achat en présence d'une inflation galopante, en présence d'une augmentation du prix de l'essence qui est le pain de la mobilité? Il y a le pain de la vie, le pain de la nourriture, et il y a aussi maintenant le pain de la mobilité. Et peut-être que cette atteinte au pain de la mobilité risque de provoquer la colère qui autrefois existait quand on portait atteinte au pain quotidien. Gilbert Collard, je l'ai promis, on parle de votre ouvrage Protestation, et dans ce livre, il y a un règlement de compte avec les juges que vous avez connus ou côtoyés pendant des décennies, du petit juge Pascal au juge du parquet national financier. Tout le monde en prend pour son grade. Ça sent quand même le règlement de compte, non ? Non, vous avez un magistrat qui vient de prendre sa retraite, qui a écrit un livre. Excusez-moi, je ne connais pas son nom, mais le livre s'intitule, sauf erreur de ma part, « Un magistrat à la retraite ». Il dit la même chose que moi. Bon, alors on va peut-être l'accuser lui aussi de régler des comptes, mais les bons comptes font les bons ennemis. Hein. Non, je crois que je témoigne sincèrement de ce que j'ai vécu. Hein. Et aujourd'hui, le constat est de plus en plus évident, puisque même les magistrats disent que la justice est dans un état déplorable. Bon, les procureurs tirent la sonnette d'alarme, les magistrats tirent la sonnette d'alarme, les premiers présidents réunis l'ont dit, la présidente de la Cour de cassation, le procureur général de la Cour de cassation, chacun à son tour l'a dit, la justice est dans un état effroyable. Or, ce qui fait qu'un État tient, et l'on peut remonter au plus lointain dans l'histoire de l'humanité, hein, on peut remonter jusqu'à la démocratie grecque si on veut, ce qui fait l'État, c'est la justice, c'est la main de justice. Or, cette main, elle est amputée aujourd'hui. Et c'est dramatique. Vous savez, parfois, pour avoir un jugement, il faut attendre 8 mois, 9 mois, 1 an. Récemment, on a plaidé une affaire qui remontait, une affaire où il y avait une morte. Elle remontait à 15 années. L'affaire s'est plaidée 15 ans après
le décès dramatique de la victime dans le port de Marseille, à la suite d'un accostage par un car ferry. 15 ans après, voilà. C'est ça la justice aujourd'hui. Hein. Donc rassurez-moi, si on n'a pas le courage de dire on est lâche. Hein. Rassurez-moi, c'est donc pas la vengeance des robes noires contre les robes rouges. Non, parce que moi, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je n'ai pas d'hostilité contre les magistrats. Je pense que c'est un très grand métier, fait parfois par de petites gens. C'est un très grand métier fait parfois par de très grandes âmes, et qu'il y a de tout dans la magistrature, comme dans le barreau, comme dans la politique, comme dans la presse. Mais c'est une profession qui n'a pas été régulée, qui n'a pas été renouvelée, qui n'a pas été humanisée. L'école nationale de la magistrature, c'est comme l'ENA, ça robotise l'âme. Or, ce dont on a le plus besoin dans le monde de la justice, c'est d'humanisme. L'humanisme, on ne l'apprend pas dans les grandes écoles. Et un juge, c'est d'abord un humaniste. C'est du reste ce que voulait Cicéron, hein, quand il parlait de lui qui a inventé l'humanisme. C'est de cela dont il parlait. Le juge doit être d'abord et avant tout un humaniste, capable d'écouter l'une et l'autre partie. Dans l'Antiquité grecque, les magistrats prêtaient serment, je crois que ça vaut le coup d'être rappelé, hein, prêtaient serment d'écouter. Oui, oui, ils juraient d'écouter. Et peut-être qu'aujourd'hui, la justice, pressée, bousculée, pressurisée, usée, n'a plus le temps d'écouter. Or, l'homme, la femme malade, a besoin d'être écouté. Vous passez en revue certains juges, juge Pascal, à Eva Joly, en passant par Alphen, et bien d'autres. Et mais alors, pour découvrir le pouvoir des juges jusqu'à la folie, il y a en fait un exemple que vous donnez assez simple, qui est votre tweet terroriste, car vous avez commis avec Marine Le Pen un tweet terroriste. Oui, ben c'est une histoire de fou, mais comme le monde est fou, laissons faire le diable. Hein. Il s'amuse beaucoup en ce moment. Oui, Monsieur Bourdin, feu Monsieur Bourdin, puisque SIC Transit, hein, il a maintenant disparu. À l'époque, et oui, on est bien peu de choses devant un micro, même si l'on s'imagine que c'est une masse d'armes, on disparaît très vite, hein, même si l'on est un vengeur en ondes. Donc Bourdin, à l'époque où il était Bourdin, avait cru bon de comparer le Front National de l'époque avec Daesh, avec l'État islamique. Et tant Marine Le Pen que moi-même, dans une unité qui n'était pas du tout organisée, nous avons réagi en montrant les horreurs criminelles dont l'État islamique était capable et en disant, voilà, c'est à ça qu'on nous compare. Et j'avais tweeté en montrant la photo d'une victime de Daesh, le poids des mots et le choc des bobos, parce que vraiment, c'était un propos de bobo qu'avait tenu Bourdin, avant que l'histoire le rattrape et lui fasse à son tour un gros bobo. Bon. Et pour ce tweet, voilà que M. Cazeneuve, raide comme un parapluie de Cherbourg, se dresse dans l'Assemblée et informe les députés qu'il a saisi sa police, SIC, comme Ceausescu, et le procureur de la République. Et à partir de là, incroyable mais vrai, va s'enclencher une procédure qui va durer des années. Première étape, le Parlement refuse de lever mon immunité. Un Parlement composé de socialistes. La majorité change et de nouveau le procureur demande, profitant du fait qu'il y a une nouvelle majorité, 4 ans après, hein, la levée de mon immunité. Pof! Avec une commission parmi lesquelles beaucoup de députés ont été accablés d'ennui après de mise en examen, cette commission décide de lever mon immunité. Et je me retrouve avec Marine devant le tribunal correctionnel. Mais avant, j'avais reçu une convocation chez un psychiatre.
Bon, on peut tous douter de sa santé mentale. Nul n'est à l'abri de névrose. Il paraît même qu'on en a tous. Mais là, j'ai trouvé un peu surprenant, et n'y voyez de ma part aucune arriération mentale, que le psychiatre qui voulait m'examiner fut un spécialiste du transsexualisme et des troubles de l'identité sexuelle. Bon, je dois dire que je ne voyais pas très bien le lien qu'il pouvait y avoir entre mon tweet et cet examen psychiatrique. J'ai envisagé, je dois le dire, très, très bêtement, je peux le dire. Ah bah, dites tout ici sur TV Liberté, vous êtes libre. Hein. Oui. J'ai envisagé à un moment donné d'aller voir le psychiatre vêtu d'un kilt. Mais des amis m'ont dit, attention, il est tellement fou qu'il est capable de le prendre au premier degré. Donc ne fais pas le malin, ne joue pas au con. Ça peut très bien faire l'objet d'une interprétation psychiatrique. J'ai donc décidé de ne pas aller voir le psychiatre. Je ne sais pas si je m'en serais mieux porté. Et finalement, comme vous le savez, le tribunal correctionnel, dans un magnifique jugement, comme quoi tous les juges ne sont pas à mettre loin s'en faut dans le même reproche, le tribunal correctionnel a relaxé Marine Le Pen et moi-même, et le parquet honteux n'a même pas fait appel. Gilbert Collard, je ne connais pas votre santé mentale, par contre je connais votre maladie qui s'appelle la neurasthénie politique. Vous faites un constat, particulièrement sombre dans votre livre, d'une France, je cite, qui se décompose, se délite dans un fracas de vide, une France qui est dans la discontinuité et un peuple qui est prisonnier de ses propres erreurs, infirme dans l'enfer d'une administration liberticide. Avec vous, on a vraiment on a vraiment le sentiment que la France vit ses dernières heures. Ah mais neurasthénie politique. Ma neurasthénie doit être très très grave parce que j'ai vraiment l'impression que la France a vécu ces dernières grandes heures. Qu'elle n'est plus la France de mon histoire, de mes livres, de mes pères fondateurs. On déboulonne Voltaire, par exemple, qui, loin s'en faut d'être irréprochable, bien sûr. Il a beaucoup de choses à se reprocher, mais la France d'aujourd'hui, quand on est obligé, comme c'est mon cas, de faire une revue de presse, c'est une entreprise de pompe funèbre, elle est effroyable, quoi. Tout se délite, tout se détruit. Quand vous pensez que... je crois qu'il faut prendre le parti d'en rire. Hein. Quand vous pensez que maintenant le fisc, vous le savez peut-être, non? Le fisc, vous ne savez pas, le fisc ne vous écrira plus monsieur ou madame. Il n'a plus le droit. Il vous dira simplement bonjour. Voilà, parce qu'il ne sait pas, ça pourrait être une atteinte à votre identité sexuelle, si vous appelez madame ou monsieur. Bon, quand on en est là, avec tout le respect que j'ai pour qui que ce soit, quelle que soit sa vie, parce que j'ai trop vagabondé avec mon métier dans les misères humaines pour en dédaigner aucune. Je sais trop ce que c'est que la souffrance des hommes et des femmes, bon, dans tous les domaines. Mais là, quand même, un pays qui en arrive à avoir une administration fiscale qui ne peut plus appeler monsieur un monsieur et madame une dame, ça en dit long, très long, sur l'état de déstructuration mentale du pays. Et je pense que les choses vont s'aggraver, s'aggraveront, et que le combat qui nous reste à mener, si on veut survivre sur ce Titanic, c'est le combat culturel. Hein. Il faut gagner le combat culturel contre le wokisme, contre le révisionnisme, contre le trafic des mots, l'ignoble trafic des mots, contre la rhétorique abusive, contre la synecdoque, cette figure du totalitarisme. Hein. Il faut mener un combat contre toutes ces récupérations rhétoriques qui retournent les droits de l'homme contre nous pour nous abîmer, nous détruire.
Oui, bon, alors la neurasthénie, ça se soigne, et moi je la soigne, et je vous invite à en faire de même, par le rire, souvent, chaque fois que c'est possible, et par le combat des mots, le combat de la vérité. Au détour d'une phrase, Gilbert Collard, vous expliquez pourquoi vous avez quitté l'Assemblée nationale, et vous dites je l'ai quitté, ces parvenus, ces apostats. Vous parliez des 300 députés de La République En Marche en priorité, et vous dites j'en avais marre. Et en juin dernier, il y a 89 députés patriotes qui ont investi démocratiquement à l'Assemblée nationale, le Parlement français. Est-ce que vous n'éprouvez pas, en quelque sorte, des regrets? Alors, quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, parce que Marine Le Pen avait accepté, à mon avis, à contre-cœur, et de là viennent peut-être les tensions qui, par la suite, ont pu naître entre nous, avait accepté de me donner une place au Parlement européen, j'avais expliqué franchement que je m'y emmerdais au Parlement. Et des années plus tard, une députée de La République En Marche, il y a très peu de temps, a dit la même chose que moi. Et d'autres députés ont dit la même chose que moi. On s'y emmerdait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de démocratie. La majorité était absolue, absolue. Alors maintenant qu'elle devient relative, je ne vous cache pas que si j'avais pu apporter mon grain de moutarde, bien qu'aujourd'hui il y en ait pénurie, peut-être même qu'il y a une pénurie au Parlement aussi de ce grain de moutarde, ça ne m'aurait pas déplu d'aller dire par exemple aux Insoumis ce que je pense d'eux, comme j'avais pu le dire à Mélenchon quand je l'avais traité dans un échange resté quand même assez mouvementé de péteux, de peureux. Alors, cette majorité relative qui redonne de la parole aux députés peut être quelque chose qui peut faire revivre la parole au Parlement, à condition que l'on ait des parlementaires qui parlent et des parlementaires qui n'aient pas peur de parler, qui n'aient pas peur de s'exposer, de prendre des risques. Parce que la parole, elle n'est valable que si elle fait prendre des risques. Or, si c'est pour avoir une parole répétitive, de langue de bois, une parole convenue, convenable, qui fait qu'on vous invite partout sur les plateaux de télé, on s'en fout, on s'en fout. Il faut casser les murs de la langue de bois avec une parole qui est différente. Et je crois que au Parlement, on pourrait peut-être le faire s'il y avait des voix capables de le faire. Bon, peut-être qu'on les aura, hein. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines, afin de voir s'il existe des voix démocratiques dans ce Parlement. Ce n'est pas le nombre de députés qui compte, hein. On était deux, Marion Maréchal Le Pen et moi, au Parlement, hein, et on a quand même réussi à ce moment-là à se faire entendre, hein. Alors des regrets, est-ce qu'on ne peut pas passer facilement au dépit? Je lisais dans le quotidien controversé, hein, Le Monde, avis de tempête à Reconquête, la formation d'extrême droite en pleine turbulence, le bateau tangue devant l'autocrate. Gilbert Collard tape du poing sur la table et en privé rit de sa propre mésaventure politique. Mais je ris de tout, moi. Je ris de tout. Donc il y a bien une mésaventure politique alors. Mais oui, bien sûr, parce qu'il faut tellement être con pour tout prendre. Il y a des choses dont on ne doit pas rire, évidemment, ce qui est de l'ordre de la tragédie, de la gravité. Mais d'abord, quand on est soi-même dans l'histoire, il faut un peu de dérision vis-à-vis de soi-même. Ça fait partie de l'intelligence historique. Bon, mais oui, je ris de cette farce humaine, bien sûr, mais en même temps, comme vous le rappeliez, je souffre de l'état du pays et je ne ris pas de cet état. Et c'est ce qui me préoccupe primordialement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Reconquête pour tenter de changer le cours de la désintégration culturelle, historique, identitaire, économique, souverainiste, etc. Bon, tout ce que l'on connaît par cœur, c'est ça qui me préoccupe. Ça me fait pas rire ni sourire. C'est comment on peut essayer de changer les choses. Mais il est clair que lorsque j'évoque ce qui est de l'ordre de ma vie personnelle, je me moque souvent de moi. Parce que je me suis tellement moqué des autres que je m'autorise à me moquer de moi. Oui. Rester à Reconquête ou pas?
Ah, bien sûr que je reste à Reconquête, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que tant que j'ai pas un casus belli, un cas de guerre, parce qu'il ne faut plus parler latin, bientôt ça se deviendra un délit. Hein. Tant qu'il n'y a pas un cas de guerre contre moi, je n'ai pas de raison de me fâcher, de partir. Et à ce moment-là, j'explique pour quelles raisons je m'en vais. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de casus belli qui ferait que je pourrais annoncer que je quitte Reconquête. Il faudrait que ce soit grave, qu'il y ait des motifs qui toucheraient à l'ordre de l'honnêteté politique. Mais c'est loin d'être le cas pour l'instant. Quand je lis protestation, ces confessions sur l'état de la France, j'ai aussi le sentiment que en fait, ces derniers mois, ces dernières années, c'était bien évidemment l'homme politique qui avait pris le pas sur l'avocat. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le polémiste ou l'observateur qui prend le pas sur l'homme politique. Et ça annonce un mot, la retraite. Ben, il y a des retraites qui sont fulgurantes. Je crois que Sophocle a écrit Oedipe à 90 ans. Hein. Et Benjamin Franklin, sa biographie à 87 ou 88 ans. Hein. Il y a deux sens au mot retraite. Il y a le mot retrait et il y a le mot réflexion. Voilà, moi, je préfère la signification du mot réflexion. Pour être très franc, je ne crois plus à la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Elle pue, elle est guignolesque, elle est répétitive. On suit les chaînes d'infos en continu pour s'endormir en quelque sorte, quoi. On a l'impression qu'ils ont tous acheté des dictionnaires des synonymes pour répéter la même chose sans utiliser les mêmes mots. C'est désespérant. On attend quelque part, à un moment donné, l'originalité, la spontanéité. Là, on est dans le convenu. Même l'inconvenant est convenu aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Ça en devient complètement triste. Il n'y a plus de bouleversement idéologique. Prenons le cas de Mélenchon, par exemple, qui essaye, comme il peut, sur la pointe de ses petits pieds, de monter sur toutes les barricades qu'il pourrait trouver, que son imagination pourrait créer, se voyant le Jules Vallès du pauvre. Hein, son discours, il est daté, il sent la naphtaline historique, c'est vieillot, quoi. Il n'y a pas de modernité, il n'y a pas de post-modernité. Donc il y a vraiment un effort intellectuel qu'on peut trouver chez un homme comme Onfray, par exemple, pour moderniser la parole, le comportement politique, la direction politique. Tout est vieux, tout sent la naphtaline. Moi, je me sens très jeune par rapport à tous ces jeunes cons. Vraiment. Ou vieux cons, peu importe. Hein, c'est pas une affaire d'âge, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Bon, mais je trouve que c'est une époque qui est triste parce que incapable d'audace. Incapable d'audace authentique. Mais il est vrai aussi qu'on est censuré, qu'on est surveillé, qu'on est espionné, qu'on est poursuivi, que le procureur mord à toute vitesse, sur ordre, qu'il y a une judiciarisation des mots, de la parole, des comportements, qu'on file devant la 17e chambre à la vitesse aéronautique, qu'on est condamné, qu'on doit payer. C'est vrai qu'il y a aussi une censure sur la parole qui fait qu'on est obligé d'utiliser des périphrases, des euphémismes. Et tout ça est très préoccupant, très inquiétant du point de vue des libertés. Allez, dernière chose, Gilbert Collard, dernière question. S'il n'y a pas de retraite, j'ai bien compris, il y a eu au moins une retraite, c'est la retraite spirituelle. Dans votre ouvrage, on vous voit goûter aux joies de la vie monastique et vous écriez ce dont la France a besoin aujourd'hui, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'espérance. J'ai l'impression que vous êtes touché par la grâce, là. D'abord, la grâce de vous parler. C'est déjà une première, c'est peut-être pas l'essentiel. C'est déjà une bonne chose, non? Non, mais... c'est un aspect qu'on ne connaissait pas, je vais dire. Collard Cato... Non, je suis très croyant.
Non mais je ne fais pas le procès, sauf que ce n'était pas ce qui arrivait comme ça à l'esprit des gens quand on disait Gilbert Collard, écrivain, avocat. Mais tant mieux s'ils ne me connaissent pas. Moi, j'ai pas envie forcément que l'on entre dans le secret de mon psychisme, hein. Mais je crois à l'espérance, oui, je crois à la charité, oui, oui. Je crois en ses vertus. Et il y a l'espérance laïque, comme il y a l'espérance religieuse, mais que l'une ou l'autre soit utilisée, qu'importe. Qu'importe l'espérance du laïc, elle est très belle. Elle me réconforte autant. Un communiste qui espère, je ne parle pas des staliniens ou des léninistes, hein, mais un communiste qui espère, c'est aussi beau qu'un catholique qui espère. Leur espérance ne va pas dans la même direction, mais le souffle y est. Alors, le souffle, hein, qui sait où il va et qui sait d'où il vient. C'est ça qui compte. Merci beaucoup Gilbert Collard pour votre courage, parce que vous avez fait un enregistrement par Skype. Skype, c'est le moyen technique que nous avons eu aujourd'hui pour dialoguer. Et dans votre ouvrage, vous dites faire des émissions de télé par Skype, c'est inutile, sauf à remplir le vide par le vide. C'est cadeau. Oui, à condition que vous soyez le vide, ce que vous n'êtes pas. Et que je sois le vide, ce que peut-être vous allez me dire que je ne suis pas. Non, pas totalement. Pas totalement, parce que vous êtes sur TV Liberté. Mais croyez-moi, il m'arrive, quand je réponds à certains journalistes, d'avoir le sentiment de plonger dans le vide. Vous me donnerez les noms, dans un autre ouvrage. En privé. En privé. On retrouve cet ouvrage sur la boutique de TV Liberté. Merci Gilbert Collard, merci à vous. Merci à vous. Hein.